Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, nous rencontrons donc à l'occasion de Donne-moi ta main l'auteur de cette pièce, Gloria Carreno, qui a joué la comédie, qui a écrit des nouvelles, qui est auteur, qui a été aussi photographe, qui maintenant est romancière. Et alors moi, je voulais vous poser une question. Vous dites, je suis entrée dans au théâtre par les coulisses et sur la pointe des pieds. Donc je crois que c'est à l'occasion de la représentation de la cantatrice chauve, c'est ça? En fait, ma carrière, entre guillemets, de comédienne a commencé au lycée, où j'ai joué dans des pièces écossaises écrites par un de nos professeurs d'anglais. J'étais dans un lycée extraordinaire qui était très dynamique et qui nous a permis de toucher à beaucoup d'activités que je n'aurais pas découvertes auprès de ma famille. Je suis issue d'un milieu modeste et la possibilité d'évoluer dans un milieu qui encourageait tous les talents a été extraordinaire. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ou 17 ans. Et ensuite, oui, effectivement, la cantatrice chauve en français, s'il vous plaît, à l'université d'Édimbourg. Je jouais Madame Martin, le rôle que joue Anna, avec beaucoup moins de précision sur le texte, j'ajouterais, parce que la fin de la pièce est un peu compliquée. Et bon, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. On a joué à Édimbourg, on a joué à Glasgow. J'ai eu un petit article en mon nom sur le Times de l'époque qui avait, évidemment, on en faisait des tonnes parce que c'était en français. Il fallait communiquer quand même un petit peu le sens de la dérision de UNESCO. Et voilà, donc très belle expérience. J'ai refait du théâtre avec La Bulle de Tarbes en arrivant en France, mais bon, un peu plus tard. J'avais même demandé à Marc Bellit à l'époque, il était au Parvis, je cherchais une compagnie théâtrale amateur. Marc Bellit m'a dit, je ne connais pas. Donc l'expérience a dû... J'ai dû patienter pendant au moins 20 ans avant de refaire du théâtre avec La Bulle, mais j'avais un trac horrible et j'ai arrêté. Voilà, donc ma carrière de comédienne est très marginale, mais au centre, il y a quand même la passion du jeu, de la parole, du texte, du récit, de la narration, de la création. C'est un peu un jeu d'enfant. Je ne sais pas comment Anna éprouve ça, mais les professionnels, c'est pas du tout le même coup d'œil, sans doute, parce que c'est vraiment du travail, alors que moi je le faisais pour m'amuser. Alors, sur la pointe des pieds de ce côté-là, et aussi parce que je me suis accrochée au pan du veston des comédiennes du département pour leur demander s'ils avaient besoin de photos. J'ai fait beaucoup de photos de scènes à un moment donné, parce que ça me permettait d'être là au moment de la répétition, qui est un moment de découverte absolument incroyable que j'adore et que j'adore encore. Et puis en 1996 exactement, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance d'une dramaturge anglaise qui habitait ici et dont les pièces ont été jouées à la BBC pour la radio. Et c'est elle qui m'a dit tu veux écrire du théâtre? J'ai dit oui, mais je n'ose pas. Elle a dit mais fais-le, tu me le fais lire et je te dirai si ça marche ou pas. Donc en 1996 et en 1997, j'étais au Festival d'Édimbourg avec cette première pièce. C'est une écriture différente quand même d'un roman ou autre, parce que là on est davantage axé sur les dialogues. Oui. C'est plus difficile à faire. Mais certainement plus, je ne sais pas, c'est plus difficile. Je ne
peux pas vraiment le confirmer. J'ai écrit des pièces qui ne plaisent pas, qui ne sont pas très réussies, donc ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est un bonheur quand on arrive évidemment à faire une pièce qui est de vrais personnages, un joli récit, des points de chute. Voilà, il y a beaucoup d'ingrédients et je m'estime encore en apprentissage. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez un peu effleuré, mais au début, vous avez énormément photographié les comédiens. C'était, voilà, c'était dans quel but? Et vous vouliez pérenniser quelque chose? C'était ma façon de leur dire, je vous trouve beau. Ah, d'accord. Et je vous trouve, j'adore votre jeu, j'adore ce que vous faites. Je m'appuyais beaucoup sur le regard entre comédiens sur scène, tout ce qui est transmis finalement par du non-verbal. Et voilà, et c'était aussi, comme je vous disais, une façon de m'infiltrer un petit peu incognito. Personne ne savait que je voulais écrire du théâtre à l'époque, je ne l'ai pas dit, je n'ai jamais osé le dire, mais je le recourais après. Oui. Alors oui, vous disiez que c'était d'ailleurs pour prolonger un sentiment fugace, la photographie. Tout à fait, je vous trouve beau et je vous offre cette photo. Et j'ai la chair de poule de ce que vous évoquez là. Les sensations dans un spectacle vivant sont forcément fugaces et à chaque représentation, on en ressort avec un vécu autre. Le partage avec le souffle du comédien dans une salle, ça n'a rien à voir avec le cinéma où on est face à des images en conserve. C'est toujours du virtuel, c'est du virtuel. Oui. Alors que là, on partage vraiment avec les comédiens. Donc, fugace, parce que le plaisir est toujours fugace, il faut toujours... le bonheur est une boule que l'on poursuit tant qu'elle roule et qu'on pousse du pied quand elle s'arrête. Ce n'est pas de moi, j'ai oublié qui a dit ça, mais les sensations au théâtre, ou le plaisir que j'éprouve en tant que spectatrice au théâtre, c'est ça, il faut que je vois, que je revoie et que je revive. Voilà, je ne me lasse pas de mes propres pièces, mais par la même occasion, je ne me lasse pas des pièces des autres. Le repas des fauves, je l'ai vu donc au moins 5 fois. Les pièces de Mercier, enfin, je ne vais pas évidemment toutes les énumérer, mais je revois les pièces avec beaucoup de plaisir. Et essayer de conserver ce sentiment de bonheur, de flottement un peu quand on est vraiment emporté par le talent des comédiens sur scène, c'est extraordinaire. Alors vous dites aussi que l'écriture dramatique vous inspire, mais qu'elle vous aspire. Oui, oui. L'écriture donne le vertige. Alors déjà, avoir l'idée, elle est nébuleuse, évidemment, au départ. Dès qu'on commence à écrire, on a 1000 choix à faire à chaque ligne. Et il est très difficile, il faut prendre sur soi de faire un choix en sachant qu'il y a d'autres possibilités que l'on va laisser au bord du chemin. Et parfois, il faut rebrousser chemin parce qu'en théâtre, il y a un personnage qui va vous parler, pour ainsi dire, et pour dire « mais je ne dirai jamais ça, hein. Je ne ferai pas ça ». Donc, il faut rebrousser chemin et trouver l'endroit où le personnage, où on n'a pas permis au personnage d'être fidèle à lui-même. Il ne faut pas... Alors, ça semble vraiment ésotérique ce que je dis, mais il faut que le personnage existe par lui-même et qu'il soit respecté, qu'il se fasse respecter et qu'on l'écoute plutôt que de lui imposer des choses. Mais quand ça s'envole, quand on entend les voix des personnages, c'est extraordinaire.
Et quand vous avez écrit, est-ce qu'après, par exemple, vous essayez ou de lire ou de faire lire pour voir justement ce que ça donne quand c'est sur scène, avant d'écrire, enfin de clôturer un scénario, par exemple, ou un Oui, texte? oui. J'ai 2 ou 3 amies qui sont très généreuses de leur temps et qui sont très diplomates surtout, parce qu'il faut l'être, et qui lisent mes textes avant que je propose un texte à un metteur en scène ou à un comédien. Alors vous avez écrit 16 pièces, dont une en particulier, une saison avant, vous avez lu en Grande-Bretagne des critiques dithyrambiques, en particulier dans le pays de Shakespeare, où on vous a quand même qualifié de Shakespeare des Hautes-Pyrénées. Alors je trouve, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Et puis les Hautes-Pyrénées ont été très fiers de bénéficier de cet éloge aussi quand même. Bon, d'abord, c'est quand même un peu exagéré. C'est même très exagéré. Moi j'ai lu cela. Oui, 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 bien sûr, je l'ai lu. C'est vrai que les critiques à Londres étaient dithyrambiques, Ah oui. mais ils sont beaucoup plus attirés par le spectacle vivant qu'ici, on va dire, dans les Hautes-Pyrénées. La compagnie qui a produit la pièce avait déjà une bonne renommée, a fait beaucoup de publicité et les journaux sont preneurs. Donc, on a eu des journalistes dans la salle qui sont habitués à Shakespeare, etc. Et c'est vrai que pour cette pièce-là, j'ai vraiment fait un gros effort de mimétisme sur le langage de l'époque. La pièce existe en anglais et en français. J'ai fait le même effort pour épurer le vocabulaire pour que ça ressemble vraiment à une petite pièce inconnue de l'époque, pas forcément de Shakespeare, bien entendu. Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, ça attire un peu le regard, mais de là à prendre ça au sérieux, vraiment, il faudrait avoir la possibilité de s'auto-duper, ce que je n'ai pas. Moi j'ai lu quand même que vous écriviez comme Shakespeare. Ils ont comme Shakespeare. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Attendez, franchement, c'est pas rien quand même. Hein. Voilà. C'est le choix du vocabulaire, le choix. Je me suis aussi essayée au phrasé de Shakespeare, c'est-à-dire au lieu d'écrire en alexandrin, ce qui était commun à l'époque en France au XVIe, j'ai écrit en pentamètre iambique. Alors, c'est un phrasé qui est très ronflant, ça veut dire des phrases à 10 pieds, et je me suis essayée à ça. Apparemment, vous y êtes très bien parvenu, hein, parce que vu ce que j'ai pu lire, c'est... Oui, c'était très élogieux. Ah, c'était mérité, sans doute. Et aussi la Comédie Française, le bureau de lecteurs de la Comédie Française a retenu le texte en français. C'est cela aussi. Oui, mais le livre a dû rester sur une étagère parce que ça n'a pas été joué encore. Un jour. Peut-être. Un jour. Alors, moi, je vais revenir sur des sujets un peu plus, pas tristes, mais enfin différents. Dans plusieurs pièces, la mémoire et le secret sont omniprésents. Alors, est-ce que ce thème vous semble important et vous permet d'évoquer et peut-être d'exorciser certaines bévues de l'histoire? Oh, c'est une grande question. J'espère que je vais faire preuve d'un peu de compétence pour y répondre. Les bévues de l'histoire. Alors, si on évoque les circonstances de la vallée des secrets, par exemple, Donne-moi ta main et Héritage, c'est pure coïncidence. Je n'ai pas décidé de prendre en mission la réhabilitation de qui que ce soit là-dedans, mais j'ai été touchée plus par des histoires personnelles que par des statistiques. Les statistiques nous noient. On n'est pas, à mon avis, on n'a pas le ressenti pour l'histoire si on ne connaît pas une histoire.
Et c'était plutôt pour parler d'une histoire en particulier que j'ai été inspirée par, cette thématique autour de ce moment-là. J'ai aussi écrit une pièce sur la Première Guerre mondiale basée sur de vraies lettres de poids nus qui s'appelle Je t'écris des lettres d'amour, que Anna a joué avec Roland Abadie aussi, qui était une pièce, je crois, qui est belle. Le texte a été édité aussi. Donc, des bévues de l'histoire, je ne sais pas si je peux sincèrement, honnêtement, me désigner comme auteur d'une réhabilitation ou de quelqu'un qui peut expliquer ou étoffer les bévues de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain et comment, malgré tout, dans des circonstances qui sont affreuses, il y a du courage, l'âme de la personne, le cœur qui arrive à dépasser cela. Et je m'inspire du courage des gens. En général, je trouve, les gens en général me fascinent parce que je trouve mes amis, mon cercle proche, je trouve que tout le monde, quelque part dans sa vie, fait preuve d'audace pour avancer dans les choix que l'on fait, dans les responsabilités que l'on prend. Et c'est ça qui m'inspire, l'humain. C'est aussi la résilience, peut-être les facultés de résilience. Hein. Tout à fait, oui. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours l'espoir qui est là, qui est présent. On peut toujours surmonter. On peut toujours s'en sortir. Oui. Et mes premières pièces, je me suis rendu compte, il y avait toujours... mes personnages principaux sont toujours des femmes, en fait. Oui. Mais vraiment par choix. Et aussi parce que je crois que je les comprends mieux. Et je me suis rendu compte dans les premières pièces que je faisais traverser des drames, des choses pas très sympas pour les femmes, mais les pièces sont quand même jubilatoires parce que la femme s'en sort toujours. Le personnage féminin arrive à prendre le dessus. C'est la femme au bord de la crise de nerfs, si je peux emprunter un titre à Almodovar, mais malgré tout, il y a... je ne sais pas, un essor vital qui lui permet de dépasser ce qui lui est infligé par mon imagination. Par l'histoire aussi, hein. Pas forcément que par l'imagination, par l'histoire. Oui, voilà, dans les pièces récentes, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'allais dire que c'est peut-être dans ces moments-là, d'ailleurs, que les femmes ont acquis leur galon, parce qu'après la guerre... elles ont pris la place dans les usines, elles ont fait marcher les propriétés, elles ont élevé les enfants. Et c'est après cela qu'on leur a donné le droit de vote, et qu'en 1945, c'était apparemment pour les récompenser d'avoir joué. Donc elles ont été la lumière dans cette période sombre, puisque le pays a tenu par elles. Voilà. Oui, tout à fait. J'ai été étonnée d'apprendre que les femmes en France avaient acquis le vote si tard, 45. Par rapport à la Grande-Bretagne. Ben, tout à fait, après la guerre. Juste, voilà. J'ai pensé que c'était un galon pour leur mérite. Hein, voilà. Oui. Alors moi, je pensais chez vous, c'était, pardon, à quel moment elles ont eu le droit de vote ? C'était dans les années 30. Ah d'accord. Oui, c'était beaucoup plus tôt. Oui. Et ça a commencé par les femmes mariées. Jusqu'aux années 50, je crois, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier. Ici, 65. Voilà. Mais je ne sais pas, j'ai été élevée par j'ai une sœur et 4 frères, et mes parents n'ont jamais fait la différence entre les filles et les garçons de ce point de vue-là. Chacun avait son talent, son ambition, pour utiliser un grand mot, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est ado. Et on a suivi chacun un chemin sans qu'il y ait des prémices, de préjugés, de quoi que ce soit. Mon école primaire, c'était la même chose. Je n'ai jamais senti que j'étais perçue comme une fille, donc peut-être avec moins de compétences ou moins de parcours à faire avec les garçons. Et mon lycée, pareil. Et à la fac, pareil. Très cosmopolite, voilà. Donc,
je pense que j'ai été vraiment protégée. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des préjugés sexistes dans la société qui m'entourait, parce il y en avait. Mais je l'ai découvert il y a une demi-douzaine d'années. Je suis longue à la détente. Je l'ai découvert à travers un film sur la première grève de femmes dans une usine Ford en 1970. Un film qui est sorti il y a quelques années. Oui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je n'ai pas grandi dans une société comme ça. Oui. Et pourtant, voilà. Alors moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que peut-être si elles ont cette force, c'est parce elles savent aussi, c'est elles qui donnent la vie. C'est peut-être quelque chose qui, justement, leur donne une force supplémentaire. Oui, oui, mais vous me donnez la chair de poule, parce qu'il y a, ça aussi, je pense qu'on a une épaisseur ou une texture, les hommes ne vont pas apprécier ce que je dis, une texture qui est... On va leur dire de ne pas... de couper avant ma C'est vrai. Et alors là, donc, la dernière pièce que vous avez écrite, elle n'a pas été jouée encore, hein, si? Non, je n'ai pas encore trouvé une compagnie. Peut-être qu'il faut que je la retravaille, mais j'aimerais écrire aussi un deuxième roman. C'est ça qui m'attire. J'ai envie de retourner dans ma bulle d'écriture. C'est la pandémie qui vous a permis d'ailleurs de terminer peut-être votre premier roman. De la terminer, oui. Oui, je l'avais commencé avant, je l'ai laissé en plan pendant 1 an parce qu'on travaillait sur autre chose. Oui, mais j'aimerais me relancer le défi d'un deuxième roman. Voilà. Cette histoire au long cours, voilà, dans le roman. Oui. Voilà. Qui est la vallée des secrets. La vallée des secrets. La vallée des secrets, oui. Écoutez, c'est très intéressant de vous écouter parce que vous avez quand même un parcours très intéressant. Je crois que vous êtes l'Écossaise la plus connue des Hautes-Pyrénées. Oui, incontestablement. Oui. Et la mieux intégrée. Voilà. Donc on va conclure sur ça. Et puis bon, on espère que vous aurez d'autres beaux textes qui seront mis en scène peut-être par Mercedes Tormo, joué par Anna Mazzotti, par notre compagnie. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup de votre Merci temps et de Merci votre invitation.